Ok, parfait. Eh bien, alors, démarrons. Donc, bonjour à tous. Marhaba bekoum pour ce Webayuno qui est organisé par la CCIAE et qui va porter donc sur les défis d'une nouvelle politique industrielle en Algérie. Donc avec moi, j'ai le plaisir d'avoir le docteur Jamaldine Bouabdallah, président de la CCIAE, qui est également docteur en économie et qui est chef d'entreprise. Également avec nous, Monsieur Sahbi Othmani, chef d'entreprise également. Donc, on a des panélistes chevronnés. On espère avoir donc Monsieur Mansour Bouderba nous rejoindre d'un moment à l'autre. Apparemment, il y a des petits soucis techniques pour se connecter. Et qui est lui également qui est chef d'entreprise, aussi spécialiste du management et président de l'association des céramistes en Algérie. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jamel qui va poser un petit peu les éléments du débat, qui va nous donner une rétrospective sur ce qu'a été la politique industrielle dans notre pays. Je précise tout de même que le Weba Uno, donc ce webinaire va se passer en deux temps. On aura d'abord des interventions de nos invités et ensuite, je pense qu'on va se consacrer à peu près 30-40 minutes. Et ensuite, on passera aux questions des auditeurs donc vous pouvez saisir vos questions sur l'espace Q&A, donc questions et réponses. Et n'utilisez pas le chat, s'il vous plaît, il sera pas visible. Donc c'est uniquement sur le compartiment donc Q&A. Alors, si Jamal Tfaddal, je te donne la parole pour déjà nous faire une rétrospective sur ce qu'a été la politique industrielle et ensuite on enchaînera avec les invités. Merci, Mbo. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Sakhir alaikum. Buenas tardes. Marhaba bikoum. En fait, oui, donc je vais rappeler quelques notions donc, de la politique industrielle. Et par la suite, donc, on va se rappeler un peu le concours ou pardon, euh, j'allais dire l'industrie algérienne, c'est-à-dire le parcours de l'industrie algérienne, donc en rappelant un peu l'industrie industrialisante et aussi des assises de la stratégie industrielle de 2007. Et par la suite, donc, on va relever, bien entendu, donc, les défis. Et pour terminer, donc, on va parler des axes d'action c'est-à-dire inspirés d'autres modèles de d'autres pays, bien entendu. Bien entendu. Donc voilà, c'est un peu pour planter le décor et donner de la matière pour enrichir le débat, si vous voulez. D'accord? Alors, la politique industrielle. Donc, on dit politique industrielle et stratégie industrielle. En fait, on a créé cette nuance pour dire que dans politique industrielle, par convention, c'est donc il y a plus d'intervention d'État et parfois même investissement, comme ce fut le cas donc, lors de l'industrie industrialisante en Algérie durant les années 60, 70 et 80. Et stratégie, donc là, l'État se résigne à son rôle, donc stratège, facilitateur, attracteur, etc. D'accord? Donc ça, c'est une convention. Alors, une politique industrielle, c'est pour venir apporter un correctif, si vous voulez, donc au tissu industriel, à l'activité industrielle du pays, chose que le marché, par exemple, n'a pas pu faire. Donc, on vient avec des stratégies ou des politiques pour justement organiser encore une fois donc, cette activité industrielle dans le pays. Et donc, il y a un certain nombre d'outils et de leviers donc, à actionner pour pouvoir le faire. On commence par la sélectivité. Donc, en général, donc, on sélectionne certains secteurs d'activité où on a donc des avantages comparatifs ou des spécialisations dans le pays, comme chez nous en Algérie, par exemple. Donc, on a essayé donc dernièrement donc de sélectionner donc le secteur automobile et donc on va essayer donc d'organiser un peu ce secteur. Ensuite, venir coordonner aussi, coordonner entre les secteurs, entre les branches d'activité. Prenons par exemple l'exemple de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Donc, en vérité, il n'y a pas assez, j'allais dire, de passerelles et de ponts entre les deux secteurs. La transformation chez nous agroalimentaire, donc pratiquement ils importent tous leurs intrants, alors que nous avons une agriculture qui pourrait
éventuellement donc approvisionner ce secteur de transformation. Donc là aussi, donc la stratégie ou la politique industrielle vient donc intervenir pour créer ces passerelles également. Et puis l'agglomération, c'est-à-dire donc mettre des PME donc dans un territoire économique pour soutenir, si l'on veut, le constructeur. Et par là, donc, j'entends la transversalité et bien entendu créer des économies externes, c'est-à-dire le fait de se fréquenter, donc en s'enrichir en même temps sur les technologies, les connaissances. Donc voilà un peu, si vous voulez, comment on élabore une stratégie ou une politique industrielle. Qu'est-ce qui est recherché? Ah ben, c'est très simple. On améliore la productivité et la compétitivité internationale. Si on lance un projet pareil, c'est pour améliorer la productivité, concilier le progrès industriel et la durabilité ou la soutenabilité, je ne sais pas comment on peut l'appeler. L'industrie, par exemple, génération 4, 4.0, digitalisation comme un levier compétitif et, bien entendu, opter pour l'économie circulaire. Nous avons aussi, ce qui est recherché aussi, c'est la croissance, ou l'objectif, si vous voulez, la croissance du poids de l'industrie dans le PIB. C'est le cas chez nous en Algérie. Donc, on a donc, un PIB qui vacille entre 5 et 6% du PIB, donc il est très faible. Et puis, l'alignement de la politique industrielle sur les besoins du marché, aussi bien local, national, régional et international. Voilà un peu ce qui est recherché, ou alors les objectifs d'une politique ou stratégie industrielle. Là, maintenant, je vais faire un petit rappel du parcours industriel algérien. Donc, on est en 66, donc, et l'industrialisation est considérée comme un choix incontournable pour assurer une croissance économique à long terme et lutter aussi contre le chômage endémique le lendemain, donc tout de suite après, je veux dire, l'indépendance. L'agriculture de l'époque, après le départ donc, du colonisateur, a enregistré de grands déficits hydriques et d'une faible dotation de terres arables aussi. Hein. Donc, ces éléments, en quelque sorte, ont prédéterminé l'option d'une industrialisation en Algérie. L'Algérie a de suite opté pour un modèle, ce qu'on appelle d'introversion économique. Donc, c'est l'industrialisation systématique ou là, l'industrialisation industrialisante, ou le modèle appelé productivité globale, des facteurs capables de fournir de grandes productions de base pour la transformation industrielle. Voilà. Cette politique a des prérequis, bien entendu, parce que le projet, si vous l'avez donc bien compris, il est quand même assez important. Donc, les prérequis, c'est quoi? C'est les taux d'accumulation par l'investissement dans le revenu national, l'allocation inter- et intrasectorielle de l'investissement global pour créer cette dynamique qui va libérer l'économie de la dépendance, la technologie utilisée pour chaque projet et les sources de financement issues des surplus économiques investissables, notamment donc, après la nationalisation du pétrole en Algérie. Donc, voilà un peu ce que était en théorie donc l'industrie industrialisante algérienne. Donc, qu'est-ce qu'il en résulte de ce projet-là? Donc, on a eu, et ça a été réalisé, donc moi je pense que c'est assez impressionnant à l'époque de pouvoir réaliser tous ces complexes industriels. C'était, je crois, parmi les plus grands projets du pourtour méditerranéen. Donc, on a eu une industrie sidérurgique comme industrie de base pour les industries métalliques, mécaniques, électriques. Il y a eu les matériaux de construction dont dépendait donc, la politique de développement de l'époque. Il y a eu aussi les engrais stratégiques au développement agricole et les produits de la chimie de base. Voilà, donc cette industrie de base, à son tour, allait alimenter aussi ce qu'on a appelé à l'époque l'industrie légère, comme l'agroalimentaire, textile, cuir, plastique, etc. Donc le projet que j'ai jugé ou je qualifiais d'impressionnant a été soutenu par 3 plans, 2 plans quadriennaux, 70-73 pardon, et 74-77, et un plan quinquennal 80-84. Donc l'effort d'investissement de 67 jusqu'à 86, à peu près 19 ans, je crois, d'investissement dans ce projet-là, était de 134 milliards de dinars, l'équivalent à l'époque
de 31 milliards de dollars. Donc, c'est pas rien. Vous voyez? Donc, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, ça. Hein. On avait atteint jusqu'à 16% la part de l'industrie pour l'hydrocarbure dans le PIB. L'investissement a atteint le pic de 42% du PIB. Voilà un peu donc les chiffres qui montrent un peu l'ampleur de ce projet. Après, bon, on a essuyé l'échec, bien entendu, tout le monde le sait. Pourquoi cet échec? Donc, à mon humble avis, donc moi, j'ai résumé ça en 3 points. Parce que le projet est devenu bêtisivore. Pourquoi il est devenu bêtisivore? Parce qu'on a opté pour les systèmes de prix administrés pour diversifier le développement économique. Donc là, c'était des systèmes qui ont été mis en place d'une manière indéfinie. Alors qu'à un certain moment, il fallait arrêter. Donc voilà, c'est vrai que ce système de prix administré donc, allait irriguer un peu, si l'on veut, donc le tissu industriel pour permettre à tout le monde donc, de se retrouver, se retourner donc, et pouvoir donc, améliorer sa productivité. Finalement, on l'a laissé. Et puis, il y a eu aussi la politique sociale qui dominait le modèle politique de l'époque. Et puis, il y avait des grands problèmes de gouvernance, de planification, etc. etc. Donc, ce sont donc des volets qui n'ont pas été pris en charge. Et puis, la durée aussi qui a fait que on abandonnait donc cette politique de plus en plus en avançant dans le temps. Voilà ce qui s'est passé donc, par rapport à cette industrie industrialisante en Algérie. Donc, en sortir de cet échec, donc l'Algérie donc, connaissait des situations de crise de performance de l'industrie nationale, faible densification du tissu industriel, orientation vers, c'est-à-dire il y avait une industrie qui était orientée vers le marché intérieur seulement, forte dépendance des intrants extérieurs et équipements, et retard technologique assez signifiant, et aussi donc, beaucoup d'insuffisance managériale. Donc la nouvelle politique industrielle qui s'imposait donc, au sortir de cette crise, de cette situation de crise industrielle, si je puis l'appeler comme ça, était donc d'améliorer déjà la balance de devise du secteur industriel, de diminuer sa dépendance des importations pour fonctionner, favoriser son insertion mondiale, inciter et d'augmenter la part des privés dans l'industrie, améliorer les performances du capital industriel disponible, donc les alliances, les transferts de technologie, les connaissances, etc., et l'attractivité de l'IDE, puis diversifier les ressources de financement. Voilà un peu donc, ce qui était attendu jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, rien n'a été fait, donc certains éléments n'ont pas encore été donc, touchés. Donc, on a eu aussi par la suite donc, les assises de la stratégie industrielle en 2007, lors donc, du passage du ministre, le professeur Hamid Tammar. Et là, donc, sur le plan théorique, donc, le projet était très intéressant, était appréciable. Et finalement, donc, il n'a pas vu le jour parce que les prix des hydrocarbures, donc, ils ont cassé, si l'on veut, ces élans. Les fondements de cette stratégie, rapidement, en tenant compte, bien entendu, de l'environnement nouveau international, et d'aller vers de nouveaux modèles industriels, création de territoires économiques et l'attractivité des IDE, développer une politique de soutien aux PME en s'inspirant donc du Small Business Act américain, donc qui consistait donc à promouvoir la PME pour venir soutenir donc les grands constructeurs et grandes multinationales dans donc des territoires économiques américains. Mettre en évidence le rôle de la technologie et de la connaissance dans la réflexion de la nouvelle stratégie industrielle en Algérie, améliorer les performances et la productivité, création de moyens innovateurs. Voilà donc un peu ce que disait donc ces assises de cette nouvelle stratégie industrielle de 2007. Malheureusement, donc, elle est restée sur le plan, enfin, elle est restée dans le tiroir, comme on dit, et rien n'a été fait depuis. Donc, voilà. Maintenant, si on parle des défis, ou alors on va plutôt parler de quelques chiffres pour vous situer. Donc aujourd'hui en Algérie, donc l'industrie pétrolière représente 40% du PIB et donc l'industrie hors hydrocarbures, elle vacille entre 5 et 6 en 2019 et elle était de 18% en 82. Voilà un peu donc la chute remarquable entre 82 et 2019. Les défis donc de cette nouvelle politique industrielle sont résumés donc, en trois éléments. Hein. Donc, il y a la digitalisation, donc l'industrie 4.0,
qui est considéré comme le moteur du développement industriel et un acteur concurrentiel décisif. La quatrième génération industrielle, dans toute la chaîne de valeur du secteur, modifiera les acteurs et la dynamique concurrentielle actuelle. Elle améliore la proposition de valeur pour augmenter la valeur ajoutée des biens industriels, affichant ainsi de nouveaux modèles business. Le deuxième défi, c'est la transition écologique. Donc, limiter les émissions de gaz sous effet de serre, donc, parce que l'Algérie a signé donc, le protocole de COP 21, et sensibilisation du consommateur par rapport à ce défi. C'est-à-dire conditionner les politiques sectorielles et induit forcément un changement dans le modèle de consommation. Et puis, vous avez donc un autre élément, c'est le contexte régional et international de l'Algérie, sachant pertinemment que nous allons donc en 2021 donc s'ouvrir à l'Afrique, donc il y a l'Union douanière africaine, et certainement dans les prochaines années, donc on va signer des accords avec l'Europe, finalement, c'est sûr et certain. Et puis pourquoi pas, peut-être demain, il faut se préparer d'ailleurs, donc il faut rester vigilant et préparer sa stratégie pour le Maghreb éventuellement. Voilà les défis. Maintenant, bon, les axes d'intervention ou d'action. Donc, il y a le premier défi qui est la digitalisation, considéré aussi comme un axe d'intervention, parce qu'aujourd'hui, déjà, on le vit déjà, hein, donc les entreprises qui ne sont pas numérisées, déjà pas des entreprises industrielles, sont en train de sérieusement de perdre de part de marché. Donc là, il s'agit de favoriser sa pénétration dans le tissu industriel et chez tous les opérateurs et dans toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur doit être donc numérisée. Nous avons aussi l'innovation, donc recherche et développement plus innovation, donc I plus D plus I, sont considérés aussi comme des agents fondateurs de la stabilité économique et l'activité industrielle est le meilleur tremplin d'innovation. Le capital humain, donc il s'agit là de changer de culture en ce sens qu'il faut améliorer l'employabilité, incorporer d'autres profils et d'autres compétences transversales cette fois-ci, compétences digitales et linguistiques, et puis aussi développer la formation au sein des entreprises. Nous avons la régulation, donc un autre axe, donc rédiger une loi industrielle qui adapte le cadre réglementaire industriel à la transformation numérique et écologique. Réduire la charge administrative du secteur et garantir l'unité du marché. La taille et croissance de l'entrepreneuriat, donc favoriser l'internationalisation des entreprises locales et ses rapports intra-branches et intra-territoires pour qu'elles puissent donc souffler et sortir vers l'international. Les financements, c'est diversifier les sources de financement en développant le marché financier national et souscrire aux instances de financement international. Logistique et infrastructure, améliorer l'indice logistique performance index en continuant à développer donc l'infrastructure nécessaire pour baisser les coûts de la logistique. Durabilité ou soutenabilité, donc favoriser l'économie circulaire au moyen d'une combinaison d'incitation et de dispositifs réglementaires. Et finalement, l'internationalisation, là aussi, donc ça dépend des niveaux de productivité et de compétitivité des entreprises. Donc, développer la base de ce type d'entreprise pour pouvoir internationaliser l'économie. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été long en faisant cette présentation. Maintenant, je crois qu'il y a assez de matière pour pouvoir enrichir ce débat. Merci, Mbarouk. Si Jamal. Merci beaucoup pour cet exposé qui est très complet, qui permet de comprendre un peu de manière normative ce qu'on pourrait attendre de cette nouvelle politique industrielle et des défis qui nous attendent. Je vais demander donc à nos deux autres invités, justement pour aborder ces défis, peut-être de manière un peu plus liée au terrain, sachant que Jamal a brossé un tableau qui partait du macro et ensuite vers des recommandations en matière de transformation de notre environnement économique pour justement relever les défis. J'aimerais donc poser d'abord la question à Monsieur Sarpi Antmani, demander un peu son point de vue, un peu le bilan qu'il fait par rapport à... Il est difficile de parler de politique industrielle ou de stratégie industrielle depuis qu'on a quitté le modèle de l'industrie industrialisante qui avait été exposé par Jamal, tellement on a connu des errements,
au gré de l'évolution du prix des hydrocarbures et aussi de la conjoncture où de LFC en LFC, on a connu une très forte instabilité juridique. C'est encore le cas, même si on a moins de LFC, on va dire. Quel bilan vous faites, vous, de ce qu'a été donc, cette politique? Il y a quand même eu des efforts importants en matière d'incitation à l'investissement, donc sur les volets fiscaux, parafiscaux, l'accès peut-être au crédit, etc. Tout ce qu'on a essayé de faire pour accompagner les investisseurs, et notamment dans le secteur industriel. Quel bilan vous en faites? Qu'est-ce qu'on retient de bon et quelles leçons pour essayer de transformer notre économie dans le bon sens? Très bien, merci Mabrouk. Merci Jamel aussi pour cette rétrospective historique. Donc, il a parlé comme un docteur un peu. Moi, je vais vous parler de manière un peu plus terrain et peut-être vous donner un point de vue pragmatique aussi. Hein. Euh, Ce n'est pas faute d'efforts qui ont été faits. Je pense que la problématique principale aujourd'hui, c'est comment aborder le problème. Il y a eu énormément d'argent qui a été déployé pour soutenir des dispositifs d'incitation à l'investissement, d'accès au financement, de lutte contre l'informel, etc. Mais incontestablement, on voit que tous ces efforts ont abouti à des résultats, je dirais, désastreux aujourd'hui, si on veut parler de l'informel ou de la situation aujourd'hui de l'industrie en Algérie. On est sur un taux de croissance PIB l'année passée qui est à peu près de 0,8%, 3 fois moins que nos voisins, malgré qu'eux-mêmes ils se considéraient comme en crise. Donc on est dans une situation qui me et aujourd'hui, moi je voudrais ma participation dans ce débat, qu'elle soit constructive et que j'invite un peu tous les participants à donner ou à réfléchir ensemble sur des pistes et une réflexion sur qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour améliorer les choses. Jamel nous a enrichi avec toutes ces informations par rapport au passé. C'est très important de connaître la genèse de tous ces problèmes pour pouvoir aborder les problématiques de manière, on va dire, euh, je disais tout à l'heure pragmatique, mais de manière en ayant pris connaissance de tout ce qui a fait, je disais, le désastre ou la non-réussite de tous les programmes de soutien. Et donc, partant de ça, il ne faudrait pas qu'on recommette. Pour ma part, la plus grande erreur, c'est notre façon d'aborder les choses. Aujourd'hui, il s'agit simplement de faire un diagnostic. Le problème est tellement global que le diagnostic est facile à faire. Comment faire ce diagnostic? On n'a qu'à suivre le parcours de l'investisseur en Algérie. On parle de l'industriel, on parle de politique industrielle. L'investisseur, depuis sa tentative d'accès au financement, jusqu'à l'accès au marché, jusqu'à l'interaction avec l'administration, tous ces touchpoints, c'est des réflexions en soi. Et je pense que tous ensemble, chacun de nous peut partager son expérience pour justement éclairer et mettre la lumière sur ce qui ne va pas aujourd'hui. J'essaie de vraiment être court et de reparcourir on va dire un scénario d'un industriel un investisseur qui décide d'investir en Algérie. D'abord, l'accès au financement. On est dans une politique où on était historiquement dans une politique où les projets étaient évalués par rapport à la solidité du patrimoine, ce qu'on appelle une approche patrimoniale. Quand bien même vous avez un bon business plan, si vous n'avez pas les sûretés réelles présentées aux institutions financières, il est très difficile de lever des fonds. Donc là, il y a le premier handicap, le premier biais de casting, parce qu'il ne reste dans le pipe que des problèmes, que des projets avec parfois des outsiders qui n'ont rien à voir avec le marché. Ils ramènent un terrain, un patrimoine foncier, et derrière, il a les fonds pour poser des machines sans aucune approche, on va dire, marketing ou sans aucune, réellement sans qu'il soit challengé sur son projet. Donc là, dès le départ, on a biaisé un peu la donne. Ensuite, si vous arrivez dans un marché en Algérie, je prends une industrie de transformation,
on va dire transformation alimentaire ou détergent, ou hygiène du corps. Si vous n'avez pas un produit très connu, vous êtes confronté à un marché informel. Les grossistes arrivent, ils te disent tu me vends sans facture et tu me vends à crédit. Sinon, qu'est-ce que font 9 fois sur 10 ces pseudo-industriels qui arrivent? Ils connaissent les leçons. C'est-à-dire je casse les prix pour pénétrer le marché. Il est presque contraint de le faire. Qu'est-ce qu'on a donc? On a une obligation à composer avec un marché informel pour survivre. Et si par chance, on arrive à se placer sur ce marché, nos cycles d'exploitation ne peuvent pas dépasser nos propres fonds propres. Parce que tous les bailleurs institutionnels qui dopent une économie et qui peuvent créer la rotation du cash sur le marché sont disqualifiés. Parce qu'il n'y a pas de facture et il n'y a pas, on va dire, de fonds documentaires éligibles à ce qu'on puisse lever des fonds sur cette base. Vous ne pouvez pas aller voir la CAGEX pour dire moi je veux assurer mon crédit client si vous allez présenter un faux registre de commerce. Vous ne pouvez pas aller à la banque pour solliciter un crédit d'exploitation si vos clients ne facturent pas. Il y a différentes formes de soutien à l'exploitation, il y a les ASF, il y a les crédits à facilité de caisse, etc. Mais tout ça ne peut pas s'activer parce qu'on est dans une économie informelle. Et croyez-moi, on parle de 40% d'économie informelle, de par son poids, mais si on prend en numérique sur le nombre d'acteurs économiques, on est 99% des acteurs économiques sont informels. Leur poids ne pèse que 40%, certes, mais en nombre, ils sont 99 opérateurs sur 100 sont hors radar. Et c'est ces gens-là qui empruntent ce parcours scabreux qui est aujourd'hui le parcours de l'investisseur algérien, qu'on le veuille ou pas. Et je parle en connaissance de cause, je ne suis pas en train de vous parler d'un mythe. Vous descendez à Zemar, vous allez à Endli, là vous allez partout. Le marché est informel, très peu facture, et quand on facture, c'est des factures de courtoisie, et c'est sclérosé jusqu'au plus profond, on va dire, de ces canaux. Donc là, il y a une problématique d'accès au financement, il y a une problématique d'accès au marché, une problématique d'accès au soutien à l'exploitation, et aussi, bien sûr, quand tout ça est gangréné, ça crée de la corruption, ça crée de l'inéquité fiscale, et donc au niveau de l'administration, les relations sont tendues entre les contribuables et l'administration. Du coup, on a un environnement où il y a plein de biais, où il y a plein de facteurs exogènes qui font qu'aujourd'hui, on manque de sérénité dans l'acte d'investir et ça déteint sur le tissu industriel globalement. Évidemment, il y a des industries qui sont en dehors de ces sphères. Je prends le cas de l'industrie des hydrocarbures, mais je parle aujourd'hui de ce qui fait peut-être 60% de l'économie, c'est-à-dire les industries de transformation. C'est le panier de la ménagère, c'est ce qu'on dépense pour le foyer, etc. Et je pense que si on parle de l'informel, c'est 90% de l'informel, c'est à ce niveau-là. Pour moi, je voudrais aborder le problème d'aujourd'hui de cette manière. Voilà un constat qui est partagé par tous. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui réellement et de manière pragmatique pour sortir l'Algérie de ce bourbier? C'est ça. J'ai préparé peut-être quelques pistes de réflexion qui me permettraient de contribuer à une réflexion collective. Et je voudrais laisser peut-être la parole à notre ami M. Mansef. Ensuite, si tu me redonnes la parole, je pourrais proposer des choses. Mais je voulais planter le décor à ce niveau-là. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Sarbi. Donc, effectivement, je vais te donner la parole. Ah, j'espère ne pas avoir perdu mon cerveau. Très bien, parfait. Donc, c'est Mansef, Texaha. Je vais poser la même question, en réalité, mais cette fois-ci, avec la perspective de la filière économique. Tout à l'heure, Jamal a parlé d'approche sectorielle. Les gouvernements qui ont défilé ont souvent parlé d'organisation filière, de filières stratégiques, etc. Mais quelles leçons on retient? Quelles leçons il faut retenir dans ce parcours chaotique qu'on a connu jusqu'à présent? Bien. Ben,
aborder des sujets qui sont un petit peu d'actualité et en même temps des sujets qui remontent au début disons, du lancement de l'industrie algérienne, c'est-à-dire au début des années 70, au balbutiement. Et il y a un lien dans tout ça. Vous savez, l'Algérie, on est souvent on constate qu'on est devant une situation où on fait des diagnostics, c'est-à-dire on est tout le temps confronté à la croisée des chemins, et malheureusement, on n'apprend pas de nos leçons. Voilà. C'est-à-dire la grande leçon qu'on peut éventuellement parler ce soir, c'est d'essayer de retenir les erreurs du passé pour éventuellement préparer un avenir, que ce soit dans l'industrie, dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs qui peuvent éventuellement apporter une contribution intéressante pour le budget de l'État algérien, en fait, c'est ça. Donc, pendant des années, les revenus pétroliers et gaziers assuraient une certaine autonomie de fonctionnement, n'est-ce pas, de notre économie. Et ce qui était industrie ou agriculture ne représentait que 10% du PNB algérien. Donc, en fait, il y a eu toujours une approche, on nous a toujours un petit peu considérés comme des enfants. Nous étions les enfants de l'économie. Les adultes, c'était les grosses entreprises publiques et en particulier tout ce qui était en relation avec le gaz et le pétrole, l'énergie algérienne. Bon, les erreurs, on les connaît. Les diagnostics, on les a faits. Je suis entièrement d'accord avec les perspectives qu'a ouvert le docteur Bouabdallah. Et ce sont des perspectives intéressantes. Il y a des choses, à mon avis, je dis bien à mon avis, qui sont réalisables dans des courts et moyens termes, et il y a des choses où il faudra attendre un peu plus de temps. Et ce qu'a dit M. Othmani, c'est vrai que la situation en ce qui concerne la balance entre le formel et l'informel, il y a des choses à dire. Mais en même temps, bon, l'Algérie, c'est 50 ans d'indépendance, attention, il faut que les choses soient remises dans leur contexte. Donc l'informel, ce n'est pas une volonté délibérée des industriels ou des commerçants algériens. C'est une conséquence flagrante du manque de confiance dans les institutions de l'Algérie. C'est-à-dire que les institutions n'offrent pas un climat d'affaires ou une confiance idéale pour avoir effectivement une politique d'investissement, comme disait M. Othmani, sur le long terme. Il ne suffit pas d'avoir des business plans sur 5 ans pour pouvoir envisager une reconversion dans un secteur porteur par rapport à un autre secteur qui rapporte un peu moins d'argent. Mais l'un dans l'autre, en fait, le problème d'Algérie, c'est qu'il y a des gens qui se sont constitués des fortunes colossales dans ce pays et qui sont partis à partir de rien du tout. Et ce sont des gens qui n'avaient pas de tradition industrielle et qui sont aujourd'hui des leaders dans beaucoup de secteurs de l'industrie algérienne, privée en particulier. Il y a quand même des champions, des gens qui ont fait des efforts sur eux-mêmes dans un climat, une conjoncture très difficile où le privé était au début très mal vu, très mal accepté, combattu, mais, disons mis à l'index pour des considérations idéologiques. Et ils se sont battus, ils ont créé des véritables mastodontes, dont on peut penser à NCA par exemple, ou Hamoud Boualem, que ne citer que ces deux que connaît bien M. Sabi, Othmani. Donc, les gens ont travaillé dans ce pays, ont fait des efforts colossaux, ils ont, disons, abattu des montagnes, donc les choses se sont faites. Mais le problème qui se pose, c'est un problème de fond et de mentalité en Algérie. Être riche n'est pas une chose socialement acceptée. Parce que généralement, quand on dit riche en Algérie, c'est riche par le trafic. Ce n'est pas le résultat d'efforts, de valeurs de travail ou de génération, en fait. Et donc, les rares business success qui ont été réalisés depuis l'indépendance, c'est des business family qui sont passés de génération en génération. Et le reste, c'est des choses qui ont été créées à partir de rien du tout. C'est-à-dire, ils sont allés un jour, ils se sont présentés à la banque
Et ils ont levé des fonds qui ont permis de créer de très grosses affaires. Bon, ceci étant, les problèmes, je pense que nous avons fait depuis maintenant que la situation au niveau des rentrées en devises d'Algérie se pose, et c'est à chaque fois le cas. Hein. Dès qu'il y a eu un affaiblissement des revenus au niveau du PNB, les gens se posent des questions à travers les universités, les experts, les gens interviennent sur les plateaux de télé, et tout le monde a son idée pour la relance et propose des choses très intéressantes, mais malheureusement, il y a une donne qu'il faut toujours prendre en considération, c'est qu'en face de nous, nous avons des institutions qui répondent lentement au changement, qui sont très difficiles à accepter les changements de mentalité. Et les Tunisiens et les Marocains ont fait des résultats intéressants. D'ailleurs, les transferts d'investissements étrangers chez eux se passent mieux qu'en Algérie parce qu'ils trouvent au Maroc et en Tunisie disons, un climat d'affaires beaucoup plus intéressant et beaucoup plus flexible, compréhensif, qui encourage les investissements dans la rapidité de l'exécution administrative du dossier, etc., dans la mise en place des crédits pour l'obtention des terrains, les facilités de toutes les autorisations de mise sur le marché, etc., y compris quand il s'agit d'accompagner l'opérateur sur une politique d'export. Là aussi, les Tunisiens et les Marocains sont plus solides que les Algériens. Et pour les raisons que j'ai évoquées au début de mon intervention, la complexité du rapport entre privé et public en Algérie, qui est toujours d'actualité, malheureusement, qui est toujours d'actualité. Bon, le discours dans la forme a changé, mais dans le fond du problème, il y a toujours cette tendance à ne pas faire confiance, comme on dit en américain, not reliable, c'est-à-dire il n'y a pas une confiance à 100% de l'opérateur économique. Et l'opérateur économique, voyant qu'il a en face de lui un système qui ne le tranquillise pas et qui ne lui balaye pas, qui lui ouvre pas le terrain, agit en conséquence, c'est-à-dire qu'il s'installe dans une politique de faire une, deux, trois opérations et puis baisser le rideau, en fait, c'est-à-dire accumuler le maximum de richesses dans un temps bien réduit pour ensuite même disparaître dans la nature et ne pas créer une industrie de tradition. Voilà. Donc, c'est difficile parce que les pays qui ont véritablement réussi, ce sont les pays qui ont misé sur la PME, PMI familiale et qui ont véritablement instauré des traditions de génération en génération depuis la révolution industrielle à ce jour. Donc, on est dans un contexte un peu biaisé par rapport à nos voisins. Pour ce qui est des investissements colossaux, moi je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements colossaux parce que, comme disait le docteur Bouabdallah tout à l'heure, c'est vrai qu'en 82, l'Algérie, la production industrielle représentait 18%, c'est ça, si les chiffres sont exacts. Et aujourd'hui, c'est 2 ou 3%, ou 4 ou 5% de ce que peut apporter l'industrie en valeur ajoutée. Donc pourquoi? Il y a une raison à tout ça. Il y a une raison. En 82, le secteur industriel algérien était à plus de 80% entre les mains du secteur étatique qui investissait chaque année, qui investissait. Maintenant, s'il investissait mal ou il n'était pas dans un secteur porteur, c'est discutable, mais les investissements se faisaient en pétrochimie, dans les matériaux de construction, dans beaucoup de choses. Ça se faisait, par exemple les peintures, la sidérurgie, le bois, la SNLB, c'était un géant. Certains diront que c'était des géants au pied d'argile. Je veux bien, on peut remettre en question les choix et les stratégies industrielles de l'Algérie, mais globalement, les choses se faisaient. Donc, on est arrivé en 82, 83 avec un tissu industriel intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait de tout ce capital qui a été malheureusement découpé, évaporé? C'est une chose. Ensuite, le privé. Le privé, à partir de 84, 85, 86,
avec la réglementation et les textes qui ont été favorables à l'investissement privé, et surtout à partir de 86, quand il y a eu la première baisse du choc pétrolier, où on était à 45, on était au même taux que maintenant, on était à plus de 40 dollars le baril, et on s'est retrouvé à 10-12 dollars le baril en 87. Bon, le gouvernement algérien a décidé d'ouvrir les vannes et d'encourager le secteur privé. Et là, c'est une véritable. Je suis totalement d'accord avec nos intervenants. C'est vrai que ça a été très difficile parce que il y a eu la vitesse, la précipitation et il y a eu beaucoup de confusion. Et même le privé a une part de responsabilité. Moi, à l'époque, j'étais membre d'une commission à la Chambre de commerce et je me souviens que le président de la Chambre de commerce était quelqu'un qui était déjà dans le secteur dans lequel je suis. Et pour des raisons, bon, pas pour le critiquer ou quoi que ce soit, mais comme lui était déjà dans le secteur, il voulait bien sûr être le premier, pas prendre des parts de marché, etc. C'est-à-dire cette tendance de vouloir tout le temps s'inscrire dans un monopole personnel, c'est une des caractéristiques de l'industrie privée algérienne et qui est encore d'actualité dans tous les secteurs. Vous allez retrouver ce même phénomène. Ce matin, j'entendais à la radio M. Zéani, qui est quand même un monsieur respectable et qui faisait une intervention sur la situation algérienne. Son intervention était remarquable. Mais ce monsieur a prôné aussi le monopole il y a 2 ans. Il a encouragé les autorités algériennes à fermer toutes les importations des arômes pour pénaliser tous les producteurs de gens utilisateurs et transformateurs de ces arômes. Donc, en fait, l'Algérien, il n'a pas la mentalité de l'intérêt général, même dans le privé. Donc, c'est difficile, c'est toute une éducation et ça revient à la mentalité. Est-ce que nous sommes en Algérie prêts à accepter un changement de mentalité? Voilà. Et pour pouvoir donner la chance à tous les Algériens de pouvoir monter un business dans une transparence, avec un guichet où toutes les conditions sont réunies, avec la difficulté de s'installer dans un marché qui est déjà occupé, où il faut faire sa place, où il faut donc conquérir les parts de marché. Et c'est ça le but, le virage en fait, de la relance de l'industrie. Ici, elle n'est pas accompagnée avec un changement de mentalité. Et je pense qu'on est là à faire de beaux discours, on peut faire de très beaux diagnostics, mais le malade ne sera pas sorti du bloc opératoire. Il sera toujours sous perfusion. Donc, c'est un grand malade, on le traite sous perfusion. C'est des soins palliatifs, mais l'opération chirurgicale en elle-même, à mon avis, c'est 90% du changement de mentalité, de l'approche de l'investissement en Algérie et avec des valeurs où il faut donner la chance dans une économie de marché à tout porteur de projet. Tout porteur de projet doit avoir la possibilité de faire son projet, y compris de faire faillite, parce que la faillite fait partie de la vie économique. Donc, il faut donc non seulement changer les mentalités, permettre aux gens d'avoir une chance, n'est-ce pas, de faire sa propre expérience, qu'elle soit couronnée de succès ou d'une faillite. Ça existe en économie. Il y a chaque année en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, dans tous les pays où le marché, l'économie de marché est la reine, il y a des entreprises qui ferment et des entreprises qui se créent. Donc, la mentalité, j'insiste sur ce point. Merci beaucoup Voilà. pour cette intervention. Je vais vous garder justement parce qu'on va maintenant passer aux questions. Il y en a de nombreuses. Et vous avez parlé à juste titre du problème de la confiance des acteurs de terrain vis-à-vis des institutions. Il y a un certain nombre de questions qui tournent autour justement du traitement de l'informel, notamment M. Amara Chaben, qui demande si le traitement de l'informel n'est pas dans le rôle de l'État régulateur. Il se demande même si cette grande graine n'est pas recherchée quelque part. J'ajoute aussi des questions de notre ami Mahrez Aïd Qassem, qui lui aussi donc indique que la confiance est nécessaire pour pouvoir relancer l'investissement. Et il posait une question qui est donc de savoir quels seraient 2 ou 3 exemples de mesures
que l'on pourrait mettre en œuvre pour rétablir cette confiance avec les acteurs économiques. Je vais vous demander cette fois, par contre, d'être tous, hein, mais tous les intervenants, je vais vous demander d'être un peu plus brefs pour qu'on puisse prendre un maximum de questions. Fadal. Je commence. Oui. Bah, écoutez, l'informel, à mon avis, c'est le résultat d'une politique économique. C'est une conséquence d'un système. Donc, il y a différentes approches. Comment trouver des solutions à ce problème? Est-ce qu'on le considère comme un problème qui doit être traité en amont ou en aval? Moi, personnellement, je considère que c'est un problème en aval. C'est le manque flagrant, criard de la confiance dans la monnaie algérienne qui fait que les gens ne déclarent pas la totalité de leurs services ou de leurs prestations ou de ce qu'ils mettent sur le marché pour pouvoir être payés en conséquence. C'est aussi la non-possibilité de pouvoir disposer de son propre argent pour pouvoir aussi aller vers la convertibilité officielle. C'est ça aussi. Donc il y a des choses qui font que l'Algérien a honte d'avoir de l'argent en espèces, il a honte d'aller acheter des devises, il est toujours en train d'essayer d'esquiver la réglementation ou de ramasser ce qu'on appelle ramasser la mise sans se faire attraper. Voilà. Donc, si on pose de problèmes comme ça, à ce moment-là, il faut véritablement trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Moi, par exemple, tous les mécanismes, aujourd'hui, tous les mécanismes financiers devraient pousser le gouvernement à un changement de la monnaie. Pas un changement des billets, un changement véritablement de la monnaie. Le changement de la monnaie, ça veut dire que nous allons véritablement toucher l'inflation, nous allons mettre le doigt sur l'informel, avec une obligation de tous les gens qui ont ramassé cet argent sans justificatif en contrepartie d'une activité commerciale, à le déposer à la banque. Donc, il y aura une traçabilité de cet argent. C'est vrai que c'est une grosse opération de blanchiment d'argent, mais d'autres pays beaucoup plus solides que l'Algérie l'ont fait, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Espagne, il n'y a pas longtemps, avant qu'elle passe à l'euro, ils l'ont fait en 88, 89. Donc, l'informel, il faut le prendre sérieusement, mais il faut le traiter humainement. Il ne faut pas uniquement le traiter économiquement. Voilà. Ok, Sahabi, j'aimerais que aussi tu réagisses par rapport à cette question qui Oui, était. on a beaucoup travaillé sur l'informel. Moi, je vais rajouter juste quelques détails. On a travaillé même avec des commissions ministérielles depuis l'année passée. J'étais pas plus tard que hier, aujourd'hui, dans les assises pour la réforme fiscale. Et le nœud gordien de l'économie, c'est réellement l'informel. Et effectivement, il y a une genèse à l'informel. D'où est devenu l'informel en Algérie. Au-delà même d'être une mentalité, ça a été aussi un effet, l'effet générateur, c'était la rébellion fiscale qu'il y a eu pendant les années 90. Donc, il y a eu un afflux d'argent dans le commerce, de la distribution dans la grossisterie, et il s'est relayé des générations qui se sont acclimatées avec cet état de fait. Ne pas déclarer, c'était même devenu une conviction religieuse de ne pas payer l'impôt. Donc ça a commencé par cette histoire donc, de rébellion et de par la concurrence qui s'est acharnée sur les produits de grande consommation, les prix se sont équilibrés à de niveaux très très bas de masse. C'est-à-dire que les grossistes aujourd'hui font du 1, 1,5%, 0,5% de marge nette, sans rien déclarer. Et les prix se sont équilibrés à ce niveau-là. Du coup, on s'est coincé dans un piège. Personne aujourd'hui n'est capable, faute de mourir, de pouvoir augmenter ou ajuster ses marges pour pouvoir payer sa fiscalité. Je ne parle pas des industriels, je ne parle pas des importateurs, je parle des gros faiseurs de l'informel qui sont les commerçants et les grossistes. On a fait une étude empirique et on s'est dit, si l'État aujourd'hui multipliait par 10 le nombre de contrôleurs fiscaux, et si on ramenait la meilleure méthode de contrôle, que va-t-il se passer? Est-ce que techniquement c'est possible aujourd'hui de sortir de l'informel? Eh bien, il s'est avéré que le jour où on va toucher à l'informel,
on va créer une inflation de minimum 25%, ce qui va créer une implosion, une explosion dans le pays. Ça s'est passé il y a 10 ans de ça, lorsqu'on a voulu imposer le chèque. Il y a eu des émeutes au niveau de Jolibu et de Sumba, parce que lui, il a augmenté de 15%, etc. Donc aujourd'hui, ça a dépassé le problème de volonté de ces acteurs. Aujourd'hui, s'il n'y a pas une réforme fiscale profonde pour régler le mal techniquement, on ne pourra pas exercer de la coercition et même changer les billets de banque et verser tout. Évidemment qu'il faudra le faire ça. Mais sans qu'il y ait une réforme fiscale profonde, pour qu'il y ait une survivance du système derrière, on va recréer le même état de fait, on va retomber dans le même pays. Donc aujourd'hui, on a proposé des solutions telles que la vignette migratoire, la notion de patente, qui existe au Maroc, en Tunisie, en France, dans beaucoup de pays. Il faut lutter contre l'informel. Il faut intégrer les acteurs de l'informel dans l'économie. C'est ça la posture que je voulais aborder tout à l'heure. Il faudrait qu'on sorte de la politique du bâton. Il faudrait communiquer, expliquer aux gens. Et même si demain on fait une amnistie fiscale sans expliquer pourquoi on fait l'amnistie fiscale, elle ne servira absolument à rien. Elle ne servira qu'à consolider la culture de l'assistanat et de l'État de l'État protecteur et de l'État, etc. Donc même si on décide de faire une intégration progressive, réconciliante avec ces acteurs de l'informel, il faudrait qu'on ait une vision et qu'on explique les raisons de toute la démarche. Pour moi, il y a une seule chose à faire aujourd'hui. Un, il faut consolider nos atouts industriels. On rentrer un peu dans le sujet. Pour consolider, il faut lutter contre l'informel. Il faut trouver une solution définitive à l'informel. Évidemment, encore une fois, ce n'est pas une problématique de contrôle. Plus on contrôle dans cet état de fait, plus on crée de la corruption. Il s'agit de trouver d'autres mécanismes. La vignette libératoire est une piste qui a été plébiscitée par les en bas, qui permettra même de digitaliser de manière très très rapide l'ensemble des commerces, etc. On aura peut-être le temps d'en parler dans un autre atelier. Mais il y a de vrais. Donc on a perdu Sahbi. Si vous permettez, je voudrais juste apporter une petite contribution pour rebondir un petit peu sur ce qu'a dit notre ami Othmani. L'amnistie fiscale, c'est un gage de garantie et de confiance dans le marché algérien, parce que il faut qu'on dise les vérités. Le gouvernement algérien n'a jamais fait de geste envers les opérateurs économiques. Jamais. Il a laissé les choses faire et ensuite il intervient comme on peut, avec le bâton, disons, la main lourde. Il laisse faire pendant un certain temps parce que la situation sociale n'est pas favorable, parce qu'il y a des problèmes sécuritaires, parce qu'il y a une conjoncture politique qui est instable. Donc on laisse faire les choses s'installer et puis ensuite on a la main lourde sur les sanctions. Mais il faut comprendre la mentalité du commerçant ou de l'industriel algérien. Il n'y a jamais eu un geste en faveur du règlement ou de l'apaisement de la fiscalité algérienne. Jamais, à ce jour. Alors c'est vrai qu'on peut participer à tous les débats qu'on veut, mais l'administration fiscale, avant tout, c'est d'abord une administration très rigide. Très rigide. Il n'y a aucun moyen. Vous pouvez contester avec un recours, etc., mais vous n'allez jamais avoir gain de cause. Je vais vous citer un exemple qui est aussi important que la fiscalité, c'est la perte de change. Quand nous avons été frappés en 95, 94, 95, 96 de la première dévaluation du dinar, nous avons introduit donc des dossiers pour le rééchelonnement de nos dettes. Ben, nous avons payé 10 fois la dette de nos entreprises. Nous avons payé 10 fois la dette de nos entreprises. Est-ce que nous avons été remboursés? Pas du tout. Est-ce que nous avons bénéficié d'une politique de crédit favorable ou d'une facilitation de caisse? Pas du tout. Donc, moi, je suis un partisan de l'amnistie fiscale parce que c'est un instrument. Je dis bien c'est un instrument pour établir la confiance.
Effectivement, une des difficultés, donc vous avez parlé de la confiance, et c'est vrai que c'est difficile pour les acteurs de terrain, pour les chefs d'entreprise de faire confiance quand on voit et l'instabilité et les retournements de situation et effectivement peu finalement d'accompagnement. Après que les autorités fiscales soient rigides, je crois que c'est pas spécifique à l'Algérie, mais en tout cas la politique du gouvernement gagner la confiance, ça commencerait déjà par être déjà stable dans ses décisions et ne pas revenir sur des décisions qui ont été prises. Je reviens donc aux questions qui ont été posées. Il y a une question de Monsieur Yassine Fouded qui se demande s'il ne faudrait pas intégrer le levier de la planification comme un élément régulateur et coordonnateur des diverses filières industrielles. Jamel, cette question, je pense qu'elle s'adresse à toi. Oui, bon, merci. Donc, avant de répondre, j'aimerais rebondir sur l'informel en Algérie. Tfaddal. Écoutez, on est en train de vivre un phénomène en ces temps-là exactement. Les références, ce sont la fiscalité pétrolière et la fiscalité, ça a toujours été mes références, la fiscalité ordinaire. Aujourd'hui, on est en train de vivre donc, une situation où il y a un renversement donc, de situation. Là, donc, le budget, selon la loi de finances complémentaire, donc, il y a plus de fiscalité ordinaire pour l'année 2020 que la fiscalité pétrolière. Tout ça pour dire que l'informel, donc, ça a toujours été donc, un levier des différents gouvernements pour contrôler l'économie algérienne. Voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde n'a plus de visibilité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est qu'aujourd'hui, cet informel, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la fiscalité pétrolière n'arrive pas, on n'est pas en capacité de financer le budget de l'État. On va recourir donc logiquement vers donc, la fiscalité ordinaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va aller regagner cette confiance justement que les différents gouvernements ont cassé? C'est eux qui ont cassé cette confiance. Parce que quand on entretient un secteur informel comme ça ouvertement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que allez voir ailleurs, donc c'est pas la peine de rentrer dans ces considérations, c'est nous qui contrôlons le tout. Maintenant, comment on va faire? C'est la question qui se pose aujourd'hui. D'accord? Voilà un peu. L'autre fois, donc Monsieur Mahrez Rami, il a donc présenté ici chez nous donc une conférence. Il a dit quelque chose de très étonnant d'ailleurs. Donc la DGE, c'est la Direction générale des impôts, qui collecte 80% de l'impôt ordinaire en Algérie. Voilà, des grandes entreprises, pardon. Donc, qui récolte 80% de l'impôt en Algérie. Elle fonctionne avec 100 fonctionnaires. Et le reste, je crois que c'est des 22 000 ou 23 000 fonctionnaires qui sont donc des 20% à récolter. Vous voyez un peu le déséquilibre, c'est-à-dire que quelque part, c'est délibéré. Donc, on ne veut pas vraiment contrôler cet informel, hein, c'est clair, là, mais c'est dit. Donc, moi, je pense que... Maintenant, pour revenir donc, à la question de Yassine Fouded, mon ami, ben, écoutez, oui, bien sûr, la planification, donc dans n'importe quel projet, moi je pense que la planification est un levier important. Dans la régulation, exactement, donc l'État est un acteur régulateur, tout comme diverses organisations. Donc, il n'y a pas que l'État qui peut réguler l'économie, mais la planification à ce niveau-là, dans la nouvelle stratégie industrielle, si je puis dire, donc elle va être surtout dans tout ce qui est activité connexe, ou alors elle va être dans la planification, par exemple, des KPI, pour voir un peu, mesurer la performance, etc. Je la vois comme ça. Hein. Je ne sais pas si j'étais donc précis dans cette réponse, parce que c'est vrai que lors de l'industrie industrialisante, donc, il manquait beaucoup de planification, et c'est pour ça donc, qu'on n'a pas pu. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait de gros problèmes managériaux donc, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas de KPI assez pertinent, je suppose qu'il y en avait, assez pertinent pour pouvoir mesurer donc, la performance du projet en lui-même et par la suite l'entrée en exploitation donc, des différents complexes industriels. D'ailleurs, c'est ça, donc s'il y avait ce système de prix soutenu, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment donc, de mesure de performance. Voilà.
si je peux dire. Avec Sarah. Je crois que Sahbi nous a rejoint. On l'a perdu tout à l'heure. Ouais, désolé, mais bon, hein, mes amis je pense, ont eu le temps on a assez parlé de l'informel, mais je voudrais un peu me concentrer. Je lisais les fonds là, et on parle beaucoup de confiance et comment restaurer la confiance, etc. Évidemment, la confiance se construit. Et on disait tout à l'heure, si on fait le bon diagnostic, le doigt et le curseur sur les vraies problématiques et qu'il y ait une réponse franche de la part des pouvoirs publics et de l'administration, je pense que la confiance pourra se construire au fur et à mesure. Mais les vrais piliers de la confiance, c'est d'abord l'exemplarité. C'est d'abord la culture du résultat. Si on voit aujourd'hui des cadres dans les ministères ou même des ministres qui se relayent et qu'il n'y a pas de compte rendu par rapport à leur performance, cette culture de rendre des comptes par rapport à ce qu'on a fait, c'est pas dans une logique de sanctionner, pas du tout. C'est de faire un diagnostic de résultat, de dire qu'est-ce qui n'a pas, qu'est-ce qui va, qu'il faut consolider, qu'est-ce qui n'a pas marché qu'il faudrait ajuster et qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'il faudrait faire. Et c'est en étant un exemple que l'État pourra cultiver, enfin, quand je dis l'État, je parle de toutes les instances auxquelles enfin, avec lesquelles on interagit en tant qu'industriel ou en tant que chef d'entreprise, et qui pourrait évidemment être l'un des piliers. Le deuxième pilier, c'est l'équité fiscale. Si on ne trouve pas de solution à cette histoire d'informel, à cette histoire de moi je paye, l'autre il ne paye pas, et mon voisin, pourquoi il n'a pas payé, il s'est enrichi, et moi les impôts me tombent dessus parce que je suis pignon sur eux, etc. Ce ressentiment et ce sentiment d'inéquité tue la confiance. Et sans la sérénité, même l'acte d'investir lui-même devient assez hasardeux. Et le troisième pilier, évidemment, c'est la digitalisation, pour moi, de l'administration. C'est en train d'être fait chez des pays voisins. Aujourd'hui, un contrôle fiscal n'est pas fait parce que Flan a dit il faut contrôler un tel ou un tel, ou Flan a dit non, ne contrôlez pas celui-là. C'est contrôlé fiscalement parce que la machine et le logiciel qu'on a mis en place a décidé, selon des paramètres qu'on a prédéfinis, que Flan sera contrôlé et l'autre pas, etc. C'est-à-dire que cette digitalisation de l'administration va créer la confiance. Et si on a confiance, si le contribuable voit et est sensibilisé par rapport à l'argent qu'il contribue, par rapport à ce qu'il paye au fisc, il voit une contrepartie, il voit, je disais, une posture, il voit un état d'esprit d'exemplarité, de méritocratie. Je pense qu'on va amener progressivement les gens à changer de paradigme et à changer d'aversion par rapport à tout ce qui est taxe, à tout ce qui est. Donc, il faudrait rétablir la confiance parce que dans un climat apaisé d'affaires, on aime investir, on traverse la crise sans que ça crée Moi, je m'attends à ce que cette pandémie-là de Covid nous projette dans une autre vague de rébellion fiscale. Il y a des gens qui ont payé le fisc jusque-là, se retrouvant en difficulté aujourd'hui, vont trouver à faire comme les autres. Donc, si aujourd'hui l'État ne fait rien pour réellement faire barrage à ce qui nous menace aujourd'hui comme risque de glissement, si la confiance n'est pas rétablie, je pense que tous les efforts seront vains et on ne pourra pas relancer comme on le voudrait l'économie. Alors, un dernier point, c'est un benchmark. Enfin, j'ai regardé un peu les plans de relance post-Covid un peu partout en Europe, en France, au Maghreb, même en Afrique de l'Ouest. On parle beaucoup de pacte sectoriel aujourd'hui. Il y a des enjeux qui sont propres à certains secteurs. L'État aujourd'hui doit choisir quels sont les secteurs stratégiques à soutenir de manière beaucoup plus franche. En dehors de ces secteurs stratégiques, chaque secteur, chaque filière, quel est le pacte à signer avec les acteurs de la filière? Monsieur Monsef, je pense qu'il préside la filière des céramistes en Algérie. Peut-être que ça résonne et il entend ce genre de discours. La filière a des enjeux qui lui sont propres aussi. L'informel concerne l'ensemble des filières, mais chaque filière a des enjeux qui sont intrinsèques, qu'il faudrait regarder à la loupe et, sur cette base-là, signer un pacte avec les pouvoirs publics pour amener. Alors, il y a trois, pour moi, objectifs clés dans une filière. C'est comment arrêter les importations sans les bloquer, c'est-à-dire comment encourager le produit local. Je suis pour l'ouverture. Comment se positionner mieux à l'export, comment rendre nos produits algériens plus compétitifs
à l'international. Et le troisième, comment intégrer progressivement en amont chaque filière et qu'elle soit un bon contributeur, je dirais, au recrutement, à l'empreinte fiscale, à la construction, etc. Donc ça, c'est des discours à avoir side by side avec le gouvernement, avec les patrons d'industrie dans des filières, pour avoir réellement des blueprints qui soient spécifiques à chaque filière. C'est une approche aussi qui peut être très efficace. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne manquons pas d'idées. Comme je disais tout à l'heure sur le mur, le constat est fait et partagé. Il faut qu'on propose vraiment des pistes de réflexion. Et on ne va pas réinventer la roue. Les pistes sont claires. Il faut qu'on change de mentalité, effectivement, de manière d'aborder les problèmes. Arrêtons d'aller dans les je l'attrape, je le mets en prison, etc. Qu'on attire les gens, qu'on comprenne leurs problématiques, qu'on soit positif et qu'on construise. Hier, je parlais avec un expert comptable qui était parmi le staff qui animait les assises. Il m'a dit, Monsieur Othmani, si j'étais premier décideur, j'aurais fait un write-off total et je reconstruis une nouvelle Algérie, fiscalement parlant, je veux dire. C'est vrai que c'est utopique, mais ça veut dire que ça ne sert à rien de creuser dans ce bourbier. Là, on va reproduire les mêmes catastrophes du passé. Il faut qu'on soit positif, qu'on se fasse confiance. On n'est pas coupable jusqu'à faute du contraire. On est digne de confiance jusqu'à preuve du contraire et qu'on construise ensemble sur la base d'alliances, sur la base d'intérêts communs, sur la base d'intérêts de filière, sur la base de réflexion collective, sans évacuer le secteur informel. Au contraire, il faut l'inclure. Je le dis et je le répète. Voilà. Ok, Yatek Saha. Donc, le sujet de la confiance, il revient souvent. Tu en as encore parlé, Sahabi. Mais concrètement, quel type de mesures on pourrait attendre du gouvernement pour rétablir cette confiance, pour faire en sorte que les acteurs économiques, que les investisseurs, que les industriels, les entrepreneurs aient véritablement confiance? On a connu une grave crise politique. On a connu le Hira qui a duré plus d'une année. On a eu des élections présidentielles. On a vu un très très faible taux de participation. Il y a une véritable défiance. Concrètement, comment le gouvernement pourrait justement restaurer ou alors instaurer, même je dirais, cette confiance? Il y a même une question qui va dans ce sens bon, je vais pas la lire, mais il y a plusieurs questions. Tu l'as toi-même évoqué tout à l'heure, Mabrouk. Moi, ça me rappelle une petite anecdote. J'avais assisté à un séminaire sur les IDE il y a 2 ans, je pense. Et l'un des panélistes disait une chose. Il a dit, l'Algérie ne nous fait pas peur de par son arsenal juridique, elle nous fait peur par l'instabilité de ses lois. Donc, on ne peut pas faire un business plan, construire un plan d'attaque si le lendemain, le taux d'IBS va changer ou une loi rétroactive va être pondue, etc. Donc, c'est stabiliser les choses, qu'on puisse avoir des hypothèses stables. 2, encore une fois, transparence. Transparence et digitalisation. L'un des boosters principaux de la transparence et de la traçabilité, c'est le digital, et tu es très bien placé pour le savoir, c'est ton domaine aussi. Troisièmement, la communication. Si moi, mon enfant, je lui donne un bonbon tous les jours, sans qu'il n'ait rien fait, il ne va pas comprendre pourquoi je le récompense et il va m'en demander tous les jours. Si maintenant j'explique pourquoi je fais un effort, pourquoi je fais un pas envers les contribuables, pourquoi je veux faire une amnistie, je construis quelque chose, un discours cohérent et je rétablis une confiance. Et aujourd'hui, la confiance, ce n'est pas un acte en soi, c'est plusieurs postures, c'est plusieurs actions, c'est plusieurs discours, c'est beaucoup de sensibilisation. Et les Algériens, ce n'est pas des extraterrestres. On peut aussi, le Hirak, moi je vois le bon côté de ce qui s'est passé quand ils passaient devant les hôpitaux, les jeunes ne faisaient pas de bruit, etc. On n'est pas un peuple sauvage, on est des gens, on est un peu rebelles, mais pour ce peuple, je pense qu'il ira dans le bon chemin. Je veux rajouter donc un point important parce qu'on est dans une chambre de commerce d'ailleurs. Donc, non. Par rapport à comment rétablir la confiance, aujourd'hui par exemple, il faut impliquer, d'abord il faut libérer les initiatives, bien entendu, laisser les gens travailler, donc sans contrainte, avec une stabilité juridique, etc. Mais il faut aussi impliquer l'entreprise ou la représentation de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'avant de décider aujourd'hui pour l'économie nationale, donc moi je pense qu'il faut impérativement impliquer ces gens-là d'une manière concrète, hein. Bah, par exemple, hier, il y avait les assises du nouveau système fiscal. Personne n'a été, d'après Sahbi, personne n'a été invité pratiquement. Donc, il n'y avait pas d'organisation, et voilà, il n'y avait pas d'organisation patronale, il n'y avait pas d'association professionnelle. Et ça, c'est malheureux. Donc, déjà, commençons par impliquer avant de décider. C'est inviter la représentation des entreprises, ensuite décider après inviter la représentation. C'est ce qui fait, ce qui se fait généralement chez nous d'ailleurs. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. Donc déjà il y a ça, ça c'est le plus important. Si on va intervenir sur l'économique nationale, il faut impliquer les acteurs économiques nationaux. Voilà, tout simplement. Et je vous rends le micro. Pratique Saha. Alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions qui sont posées par Je peux nos. juste dire un mot, si Oui, vous tfaddal, permettez. Moussaf. Donc, en fait, on revient à la problématique de la mentalité. Les autorités algériennes font appel aux opérateurs économiques, au patronat, aux grosses entreprises, etc., pour une consultation ou pour une participation, entre guillemets, sur tel ou tel projet de décision, quand vraiment la situation le demande. C'est jamais fait d'une manière organisée ou programmée. C'est toujours la conjoncture qui fait que on nous appelle. Il y a 2 ans, quand nous avons eu la première chute du prix du baril de pétrole, ils ont décidé, à l'époque, le gouverneur de la Banque centrale a donné des instructions pour que les gens se présentent et mettent leur cash à la banque en dinars et en devises en toute impunité, sans traçabilité. Vous êtes au courant de cette opération. Et puisqu'ils ont même profité du succès de cette opération pour nous donner des chiffres extravagants. Ils ont dit qu'au bout de 2 jours ou 3 jours, il y avait eu 500 millions de dollars ou 500 millions d'euros qui avaient été déposés dans les banques algériennes suite à cette opération disons, pour drainer cet informel. Donc, les opérations ponctuelles du gouvernement algérien sont toujours animées pour d'abord l'intérêt du gouvernement algérien. Ce n'est pas pour l'intérêt de l'économie globale, comme disait le docteur Bouabdallah. Ce n'est jamais tous les paramètres qui sont pris en considération. C'est d'abord la vision de faire des économies ou de pomper de l'argent là où on peut en pomper. Donc, ça rejoint la mentalité de la fiscalité algérienne. Donc, sur ce plan-là, nous n'avons pas du tout évolué d'un iota. C'est toujours les mêmes réflexes, c'est la même administration, c'est la même politique économique qui est appliquée pour tous les secteurs d'activité. On intervient favorablement pour un type disons, de filière ou d'activité économique parce que le besoin est là et parce que le besoin est exprimé par d'abord le gouvernement algérien. Donc, c'est ce qu'on appelle une intervention en aval. C'est-à-dire, nous, on arrive en fin de discussion, on nous tend des textes de loi et on nous dit voilà, on va appliquer ceci, on va appliquer cela. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Allez, au revoir, prenez un café, salam alaikum. Donc, voilà, elle est toujours d'actualité. Il n'y a eu aucun changement sur l'approche. C'est juste pour rebondir à ce que disait le docteur Bouabdallah. Il était là en train de nous expliquer qu'il fallait nous associer à la réflexion, etc. Donc, on est toujours pris au dépourvu. Les grandes décisions, on ne participe pas. Il y a 2 jours, M. Othmani, moi j'ai assisté à l'inauguration quand les ministres sont arrivés. Après, j'ai vu que c'était un truc qui ne correspondait pas à la hauteur de mes ambitions. Donc, j'ai décidé de quitter la réunion sur la fiscalité parce que ce n'était pas intéressant, titre personnel. Et donc, en fait, il n'y aura rien du tout. Il ne faut pas se leurrer. Il n'y aura absolument rien du tout parce qu'au départ, les vrais problèmes et les vrais objectifs n'ont pas été posés, malheureusement. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette économie dans l'actuel et est-ce qu'on prépare l'après-Covid? Donc voilà. Bon, ça c'est. Donc quand il y a une opération ponctuelle qui est bien faite, elle donne des résultats, elle est faite, elle est favorable, ça donne de l'espoir. Et puis ensuite, l'opération des 500 ou 600 millions d'euros qui a été prônée à la chute des prix du pétrole, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Puisque quelques temps après, elle a été remise en cause
par le même gouverneur de la Banque centrale qui est devenu ministre des Finances, qui a bloqué l'opération, qui est allé à l'Assemblée nationale pour défendre le contraire de ce qu'il avait fait 2 ans auparavant, parce que la donne avait changé économiquement. Et il y a 6 mois avant le Covid, il a pratiquement défendu une politique, une LFC à l'Assemblée nationale, où il a totalement dit le contraire de ce qu'il avait fait en tant que gouverneur de la Banque centrale. Et ensuite, ce qui est malheureux, c'est que 4 jours après, il est revenu à la décision d'il y a 24 mois. Donc c'est ça, en fait, le problème. Comment voulez-vous qu'il y ait une confiance dans les institutions de l'État algérien? Le double langage, le double discours, les décisions qui ne sont pas respectées sur le terrain, la mise en application qui fait défaut. Et tout ça, quand on fait le bilan de tout ça, c'est normal qu'il y ait de l'informel. C'est normal que les gens fuient la règle, fuient la loi, fuient la déclaration et se cachent derrière des paramètres pour échapper et participent à l'évasion fiscale. Parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Voilà, c'est tout. J'aurais une dernière question avant de clôturer le débat, vu qu'il est déjà 8h20. Vous pensez qu'il faudrait confier à l'État, ou du moins c'est au gouvernement de définir une politique de développement des filières industrielles et donc d'identifier des filières stratégiques et d'avoir une politique, on va dire, spécifique et ambitieuse, ou alors il vaut mieux laisser faire les acteurs de terrain, les industriels, les entrepreneurs, faire les meilleurs choix et développer les filières qui sont les plus porteuses pour l'économie de l'Algérie. Jamal, est-ce que tu peux répondre? Oui, bien sûr. Écoute, l'intervention des pouvoirs publics est impérative. Pourquoi elle est impérative? Parce qu'il y a des secteurs ou des domaines où ces opérateurs économiques ne peuvent pas donc, aller chercher ou aller ou toucher. Donc, je parle par exemple de la régulation. La régulation, elle est faite par des pouvoirs publics. Je parle par exemple de l'infrastructure, des retombées de l'infrastructure. Je parle des télécommunications, la digitalisation dont parlait tout à l'heure donc Sahbi. Ça, c'est important. Donc, l'État doit intervenir. C'est pour ça qu'on lui donne ce rôle stratège, régulateur, attracteur, parce que demain, par exemple, je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, par exemple, les fonds d'investissement sont en train donc d'aller irriguer, si je puis dire, des projets un peu partout dans le monde. Mais la condition, selon de grands bureaux donc, de suivi, ils m'ont dit que, par exemple, l'État devrait au moins donc, financer des études. C'est important, c'est un gage. C'est un gage pour les fonds d'investissement pour rentrer dans le pays. Donc là, c'est-à-dire que sans les pouvoirs publics, moi, je pense qu'on ne peut pas organiser une filière ou alors attirer un investissement direct étranger ou développer une stratégie industrielle, à mon sens. Voilà. D'accord, mais on ne dit pas qu'il ne faut pas que l'État intervienne. Bien sûr que l'État doit intervenir, mais ce que tu viens de dire, il peut très bien intervenir de la même manière pour tout le monde. Si c'est de développer les infrastructures, développer la télécommunication, les banques, etc., ça, il peut le faire pour tout le monde. Mais c'est à lui de dire, voilà, c'est sur ces filières qu'il faut investir et on va mettre le paquet, ou alors il vaut mieux, puisque très souvent les décisions ne sont pas prises de manière optimale, ils n'ont pas l'information réelle du terrain, peu de visibilité. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas laisser faire les industriels? C'est une question neutre. Hein, je suis pas en train de... Associer. Moi, je pense qu'à chaque fois, il faut associer. Le faire tout seul, non. Mais associer, oui. Prenons l'exemple, par exemple, des territoires économiques. Un territoire économique ne peut pas voir le jour s'il n'y a pas tous les acteurs. Il est impossible pour les pouvoirs publics de choisir, par exemple, quel serait l'avantage comparatif, quelle serait la filière donc, à installer dans ce territoire. Et là, c'est le ressort donc, des chefs d'entreprise, le ressort donc, de l'université qui doit accompagner donc, sur le plan innovation de ce territoire, etc. Donc, c'est un ensemble d'acteurs qui vont conjuguer leurs efforts pour pouvoir justement atteindre un objectif commun. Et l'État, ce qui l'importe le plus, c'est la croissance. Donc, voilà, c'est tout. On fait que ça. D'accord. Je voudrais par rapport à ta question. Je pense que dans le contexte actuel, sans l'intervention de l'État, je pense qu'on ne verra pas le jour. D'abord, parce que le jeu est biaisé, il faudrait une intervention régalienne pour rétablir les choses.
il y a des réformes qui appartiennent à l'État. Et on a beaucoup parlé aussi de l'offre, de l'industrie, mais on a oublié de parler de l'encouragement de la consommation, c'est-à-dire comment soutenir la croissance par le lancement de la consommation. Et là, on voit l'Europe qui vient de voter 750 milliards d'euros de plan de soutien à l'économie. On attend de voir ce que va proposer, ce qui va on va dire, sortir de cette tripartite qui se prépare et que va faire l'État algérien à l'endroit des concitoyens et de l'environnement aussi des investisseurs et des industriels pour sortir de cette crise. Il y a des filières qui sont complètement à plat aujourd'hui. Sans l'intervention de l'État, ces filières ne verront plus le jour. Je disais tout à l'heure comment soutenir la croissance par la consommation. Les Tunisiens sont en train de créer des portefeuilles électroniques pour orienter la subvention pour qu'elle aille dans la poche des vrais nécessiteux, pour qu'il n'y ait pas d'effet de dilution de cette subvention, qu'il n'y ait pas d'effet de dilution de la consommation. Il y a plein d'autres mécanismes, il y a le soutien de crédit à la consommation, etc. Et ça, c'est l'État qui doit booster. Et qu'on le veuille ou pas, les 20 dernières années, le plus grand client en Algérie, c'est l'État. On ne peut pas du jour au lendemain changer de paradigme économique. L'État doit accompagner cette sortie de crise. Aujourd'hui, on voit que tout est grippé, le cash ne circule plus parce que le plus grand payeur de l'État a été défaillant pendant 18 mois, n'a pas payé, l'économie s'est effondrée derrière. Donc aujourd'hui, c'est avec l'État qu'il faut trouver des solutions, c'est l'État qui doit accompagner, c'est l'État qui doit désengorger, mais évidemment avec des discussions franches et des alliances, des communications, etc., pour comprendre réellement les vrais enjeux des opérateurs économiques en Algérie. Je vous donne un petit exemple. Je parlais tout à l'heure de la filière boisson. En Allemagne, quand il s'est passé une implosion, il y a eu une surcapacité qui a nuit à tous les acteurs, le marché a explosé pour s'effondrer, point de vue prix derrière. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des coopératives industrielles, des alliances industrielles, où l'État a participé à les soutenir financièrement. Chacun a gardé sa marque. Ils ont tous mis leur patrimoine industriel dans des sortes de coopératives en créant un modèle économique mutualisé beaucoup plus fort financièrement, soutenu par l'État. Ils ont sauvé des filières et des emplois de cette manière. Ce n'est qu'un exemple pour dire que dans ce moment de crise, on a la tête sous l'eau là avec le Covid, le confinement. On n'est pas en train de voir ce qui se passe réellement, l'étendue du désastre. Et lorsqu'on sortira du confinement, vous allez voir le désastre que c'est que ça a créé. Donc, ensemble, aujourd'hui, il faut qu'on ait des réflexions courageuses et avec de vraies solutions qui partent de la racine. On ne peut pas traiter l'informel par des effets d'annonce ou par des actions chirurgicales et esthétiques. Il faut attraper le problème de manière courageuse par les racines et qu'on ait des solutions moyen et long terme. C'est très clair. Merci, Sahabi. Donc, on va prendre une toute dernière question de notre ami Fernando Ruano. Donc, on me rappelle que c'est la chambre, la CCIAE, donc Chambre de l'industrie et du commerce algéro-espagnol. Donc, cette question qui nous vient de Fernando, c'est quel rôle peuvent jouer les entreprises espagnoles dans le développement industriel de l'Algérie? Comment nos partenaires espagnols peuvent contribuer au développement industriel? Qui veut prendre cette question? Peut-être Jamal? Oui, écoute, les Espagnols, donc, c'est un marqueur très intéressant. Enfin, c'est un exemple, j'allais dire, très intéressant parce que les Espagnols, avant la crise financière de 2008, n'avaient pas un tissu industriel assez développé. Donc, le tout était centré autour de tourisme et bâtiments. Ils ont fait un effort considérable aujourd'hui. Donc, l'Espagne a bien augmenté donc, la part de l'industrie dans le PIB. Donc, je crois qu'elle est à 17%, chose qui est appréciable, alors qu'avant, donc, on parlait peu. Il y avait des petites industries de biens de consommation. Aujourd'hui, ils ont développé aussi l'aspect engineering, c'est très important. Donc, et avec l'ouverture, donc ils sont en train de se frotter les mains. Donc, avec l'ouverture, donc cette possibilité d'importer des équipements industriels utilisés sans autorisation en Algérie. Donc, ils sont en train de se positionner sérieusement.
Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire, dans ce processus, j'allais dire, c'est qu'ils ont développé beaucoup d'engineering. Et là, on peut acheter ils peuvent acheter donc une machine, ou là, on peut acheter, nous d'ailleurs, une machine de Pologne ou de Chine. Et là, ils vont la mettre en marche. Hein. Ils vont la mettre en marche, ils vont assurer la maintenance. Donc moi, je pense que l'Espagne, que je connais, parce que bon, je connais un peu plus que les autres pays, donc pourrait jouer un rôle important dans cette industrialisation de l'Algérie. Dans la céramique, ah, pardon. Hein? Oui, Pardon, Dans la céramique, l'Espagne, en ce qui nous concerne, c'est un partenaire très fiable dans l'approvisionnement en matières premières. Et maintenant, ils sont effectivement, comme vient de dire le docteur Bouabdallah, ils sont en train de passer à une phase, disons une deuxième phase, où ils s'inscrivent dans le montage industriel de beaucoup d'équipements. Bon, ce n'est pas encore l'Italie ou l'Allemagne, où il y a véritablement une tradition industrielle plus ancienne sur ce plan-là, mais il y a un effort considérable qui a été fait dans ce qu'on appelle l'intégration au niveau de la fabrication de la machinerie industrielle de la céramique et dans le transfert de technologie, et nous en sommes bénéficiaires. Moi, je voulais simplement rappeler à titre comme ça, à titre historique, quand nous avions eu, il y a 2 ans, un problème où on a été frappé d'interdiction d'importer de la matière première, d'une manière, une injonction qui a été faite par un concurrent Tana, pour des raisons très personnelles. Et nous sommes rentrés dans une bataille où il a fallu donc réhabiliter la place des entreprises espagnoles dans ce que je disais tout à l'heure, le transfert de technologie pour la matière première, pour la céramique. Et je m'étais, moi, inscrit dans une bataille, non pas pour simplement mes propres besoins, mais dans l'intérêt général d'abord de toutes les entreprises, en tant que président d'association des céramistes algériens, et en particulier pour faire valoir la position de l'Espagne avec l'Algérie. C'est quand même un client traditionnel qui est stable, permanent et qui est considéré comme un débouché pour les approvisionnements en gaz et en pétrole algérien. Donc on ne peut pas, et puis c'est le voisin de la rive nord de la Méditerranée, c'est quand même un voisin avec qui il y a eu que des bonnes relations et que disons, de la bonne volonté pour collaborer sur le plan industriel. La Chambre de commerce est un exemple, un illustre témoignage de cette collaboration. Donc, on ne peut pas dire que l'Espagne n'est pas partie prenante en Algérie. Ils ont toujours été présents. Il faut les encourager. Ce sont des gens avec qui nous avons travaillé main dans la main. Aujourd'hui, ils nous ont aidés à intégrer 95% de notre filière sur le plan de la céramique. Ils nous ont même aidés à les concurrencer. C'est quand même, ils ont joué un rôle important. Bon, maintenant, c'est vrai que sur le plan de l'export, il faut se battre pour prendre leur part de marché à l'extérieur. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs, difficilement, mais c'est en voie de se mettre en place. Mais pour ce qui est des entreprises espagnoles, en ce qui concerne la céramique, elles ont joué un rôle fondamental. Fondamental depuis 30 ans. Elles ont accompagné toute notre filière dans des succès et des réalisations qui ne peuvent être que considérées comme remarquables. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, s'il te plaît, Mabrouk. Vas-y, Fadal. Ça va être la dernière intervention. Fadal. Ouais, pour finir ici, je pense que l'après-Covid aussi a chamboulé un peu les modèles économiques mondiaux. On parle beaucoup de relocalisation. Donc, il y a beaucoup d'entreprises et des grandes filières qui sont en train de se relocaliser autour du bassin méditerranéen. Et là, l'Algérie pourrait faire valoir sa position stratégique. Si demain, on a une connexion avec la Mauritanie, l'Afrique de l'Ouest, on peut être même un corridor pour les exportateurs espagnols. En parlant d'export aussi, on a travaillé dans le cadre de nos chambres sur la création de plateformes à l'étranger en partenariat avec nos amis espagnols. Donc là aussi, il y a des synergies logistiques, il y a des synergies aussi de complémentarité en termes on va dire, de présence sur le terrain, sur le plan commercial.
faire des projets mixtes aussi. Il y a des projets algéro-espagnols qui ont très bien réussi en Algérie sur le plan industriel. Pourquoi ne pas réitérer ces mêmes schémas en Afrique de l'Ouest, vu qu'on a beaucoup plus de facilité à évoluer dans cette zone et on pourrait ouvrir aussi le chemin avec nos amis espagnols en Ok, merci beaucoup. Yatek Saha, Sahbi. Ben, je vous remercie tous. Je vous rappelle que donc l'événement, donc le webinaire a été enregistré, que vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube de la CCIAE. Je remercie donc les panélistes. Je remercie aussi l'audience et aux questions très intéressantes qui ont été posées. Et puis je vous dis donc à un prochain Webayuno. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Wow. Et au revoir.